Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et cet épisode s'intitule « La photographie victorienne, une entrée dans l'art ». Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. En 1839, le monde entier s'agglutine autour d'une nouvelle invention commercialisée par la France, le daguerréotype. Cette technique de reproduction promet à tous les scientifiques férus de chimie de pouvoir figer l'existant de la manière la plus réaliste possible. Alors qu'en 1850, une poignée de photographes émergents revendiquent cet outil comme potentiellement artistique, les réactions ne sont pas au beau fixe. Les peintres ont déjà assez de mal à accepter les photographes professionnels qui leur volent une partie de leur clientèle et leur font de la concurrence dans le domaine de la reproduction architecturale et naturelle. Alors de là à accepter la photographie au rang de beaux-arts, ce serait une catastrophe. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, les premiers à revendiquer la photographie comme art sont des peintres convertis à la photographie. Bonjour l'ambivalence. Le premier connu est Gustave Le Gray. Pour asseoir sa prise de position, il crée la Société héliographique en 1851. Afin d'aider les photographes à mettre en commun leur savoir. Et dans son traité nouveau de photographie théorique et pratique, il écrit « J'émets le vœu que la photographie, au lieu de tomber dans le domaine de l'industrie, du commerce, rentre dans celui de l'art. C'est là sa seule, sa véritable place. Et c'est dans cette voie que je chercherai toujours à la faire progresser. » Gustave Le Gray est certainement le premier à avoir contribué à l'élaboration de la photographie, dite aujourd'hui HDR, abréviation du terme High Dynamic Range, qui signifie grande plage dynamique et qui permet de représenter des pics de luminance sur l'image. Sans traitement HDR, ces pics seraient totalement surexposés et apparaîtraient sous forme de grandes taches blanches. Par la technique de l'HDR, le photographe parvient donc à rééquilibrer les hautes lumières en gagnant en détail, contraste et même aujourd'hui en couleur. Gustave Le Gray, quant à lui, est friand des couchers de soleil et décide donc d'immortaliser ces instants par la photographie. Mais pour y parvenir, il est obligé de juxtaposer différents négatifs avec des expositions différentes, afin que le résultat fini soit fidèle à la réalité. À ce même instant, Louis-Camille d'Olivier, également peintre-photographe, se lance dans l'étude d'un nouveau sujet photographique, le nu féminin. Ces photographies sont très érotiques pour l'époque. Par ailleurs, il crée également une société photographique spécialisée dans le nu. Et encore, en parallèle de ces deux photographes, il y a Eugène Durieux, un fonctionnaire d'État qui se convertit à la photographie et qui fait même la connaissance d'Eugène Delacroix, le fameux peintre de la liberté guidant le peuple datant de 1830. Et c'est lui qui aide Eugène Durieux dans son étude du corps féminin et s'en inspire plus tard pour ses propres esquisses. Tandis que les photographes français avides d'art photographique sont éparpillés géographiquement et très peu en réseau, la Grande-Bretagne, quant à elle, connaît l'arrivée d'une femme prête à unir les photographes et élever leur médium au rang d'art. Il s'agit de la reine Victoria, qui monte sur le trône de la monarchie le 20 juin 1837 à l'âge de seulement 18 ans, au grand plaisir de tous les artistes. Ayant vu apparaître la photographie relativement jeune, elle coïncide très rapidement avec ce nouveau médium. Le couple royal, Victoria et Albert, déjà grands amateurs d'art, aimant tout particulièrement se faire représenter en peinture, développent un réel attrait pour la photographie en 1840. Ils commencent à rentrer dans le mode du portrait de famille, un style photographique en continuelle croissance depuis la commercialisation du médium,
et font poser leurs enfants dans des situations plus informelles que ce qui est proposé dans la peinture. C'est d'ailleurs en 1845 que nous pouvons dater la première photographie de la reine Victoria, posant aux côtés de sa fille aînée, Victoria également, âgée de 5 ans. On ne connaît pas la photographie originale de cette prise de vue, cependant il nous en reste son négatif sur plaque de verre qui nous permet encore d'en reproduire des copies. Et de la famille royale, il nous reste énormément de photos, réunies en 44 albums et intitulées Portraits of Royal Children. Ces photographies ont été réalisées entre 1848 et 1899 sur demande du couple royal. Et c'est en 1860 que John Jabez Edwin Mayall commercialise le Royal Album, un ouvrage réunissant 20 portraits au format de carte de visite de la famille royale, l'occasion pour Victoria et Albert de diffuser pour la première fois leur collection privée de photographies. Autant dire qu'avec une telle validation royale, un terreau propice se forme donc autour de la photographie, pour une visée de portée artistique. Ajoutez à cela l'un des événements qui marque à tout jamais le début de la photographie victorienne est l'Exposition universelle de Londres de 1851. Il s'agit de l'événement à ne pas manquer pour découvrir les innovations de l'époque, et parmi celles-ci, je vous le donne en mille, la photographie. De cette exposition universelle apparaissent beaucoup de nouveaux photographes, fascinés par une telle technologie pleine de potentiel. Et peu à peu, ces visionnaires se réunissent en société pour s'aider et se porter mutuellement dans leurs projets. Parmi les plus connus aujourd'hui, nous pouvons citer la Photographic Society, dont l'ambition est de promouvoir l'art et la science photographique. Elle est créée en 1853, soit 2 années après l'exposition universelle de Londres, par 2 hommes, Charles Locke Eastlake, qui était l'actuel président de la Royal Academy, mais également Roger Fenton, un homme devenu photographe suite à sa rencontre avec Gustave Le Gray en France, et il est aussi connu pour être le premier photographe de guerre de l'histoire. En 1854, la reine Victoria et le roi Albert décident de parrainer la Photographic Society, transformant officiellement son nom en Royal Photographic Society. Par cet acte, la famille royale donne un véritable feu vert à l'élévation de la photographie au rang d'art. Sachez par ailleurs qu'un grand nombre de photographes célèbres ont été récompensés par cette société. Et pour n'en citer que quelques-uns, je peux vous donner Robert Doisneau, Willy Ronis, Elliott Erwitt, Martin Parr, Yann Arthus Bertrand, Saliman Sebastião Salgado, Nan Goldin et j'en passe. C'est à cette époque qu'émerge un nouveau type de photographe, ceux que l'on nomme les victoriens, et qui luttent contre la commercialisation de la photographie. Pour eux, il est strictement hors de question de se professionnaliser pour répondre aux commandes. Ils choisissent donc de transcender la technique pour privilégier le sujet. Parmi ces fervents défenseurs de la photographie artistique, nous ne pouvons passer à côté d'Henry Peach Robinson et Oscar Highlander, qui se battent en duel pour se voir attribuer sa paternité. Après avoir découvert le procédé photographique à l'exposition universelle de 1851, Henry Peach Robinson décide de s'y consacrer pleinement. Nombreux sont ses traités qui prônent la photographie au rang de beaux-arts, et par ailleurs, il est considéré aujourd'hui comme le pionnier de cette photographie artistique et du mouvement pictorialiste qui découle de la photographie victorienne. Je vous parlerai de ce mouvement dans l'épisode qui sortira le 17 juillet, soit dans 2 semaines. La photographie la plus connue de Robinson s'intitule « L'agonie ». Alors au-delà de l'image exquise d'un sujet douloureux, comme le dit si bien notre ami photographe, il faut rappeler que cette photographie est une prouesse technique. Car l'image finale résulte d'une photocomposition de 5 négatifs, réalisés après près de 200 épreuves. Miss Kendall, interprétant l'agonisante, pose également pour « Jamais elle n'avoua son amour », également réalisé par Robinson. Il s'agit d'une photographie faisant référence à La Nuit des Rois de William Shakespeare, dont le personnage Viola prononce ces vers. « Jamais elle n'avoua son amour. Elle en laissa le secret comme le ver dans le bourgeon. Rongée les roses de ses joues, elle languit dans sa pensée. Jaunie, verdie par la mélancolie, elle s'inclina, comme la résignation sur une tombe, souriant à la douleur. N'est-ce pas là de l'amour ? Nous autres, hommes,
Nous pouvons parler davantage, jurer davantage, mais en vérité, nos démonstrations outrepassent nos sentiments. Car en définitive, nous sommes fort prodigues de protestation, mais peu prodigues d'amour. Cette prise de vue fait rentrer la photographie dans un nouveau style, la représentation illustrative. En s'inspirant de Shakespeare, Robinson montre qu'il est possible aux photographes de trouver leurs inspirations dans la littérature. Henry Beach Robinson, grâce à ses performances artistiques, devient le vice-président de la Royal Photographic Society en 1870. Et en 1892, il fonde même la Linked Ring, une société rivale, allant jusqu'à promouvoir la photographie artistique comme supérieure à la photographie scientifique. La photographie artistique britannique se retrouve donc unie autour de ces deux sociétés, ce qui permet de développer davantage cette nouvelle perspective évolutive. Ami de Robinson, puis rival, Oscar Highlander est suédois naturalisé britannique, et il est avant tout peintre. Il s'installe au Royaume-Uni en 1839, à l'âge de 25 ans, et comme Robinson, il se rend forcément à l'exposition universelle de 1851 et y découvre le daguerréotype. A contrario de son ami, il n'explore pas immédiatement le médium. Pour cela, il attend 1852 lors d'un voyage à Rome pour perfectionner sa technique, et il y prend conscience des avantages de la photographie pour son art, à savoir gagner en précision et véracité. Il commence ainsi à apprendre la photographie pour s'aider. Plus sa technique photographique évolue, plus Highlander est convaincu que la photographie peut rentrer au rang des beaux-arts. Sa production se tourne donc vers cet objectif. Des photographies les plus célèbres de Highlander, nous ne pouvons passer à côté de Two Ways of Life, les deux manières de vivre, réalisées en 1857. Rappelez-vous, Le Gray avait réalisé une photocomposition avec 2 négatifs. Robinson avec 5 négatifs. Mais cette fois-ci, Highlander parvient à réaliser une photocomposition, accrochez-vous bien, avec 30 négatifs. La photographie est d'une dimension hors norme pour l'époque, 40 cm de haut, 90 cm de large, et elle n'est pas sans rappeler l'école d'Athènes de Raphaël, réalisée au XVIe siècle et exposée au musée du Vatican. Highlander expose cette photographie lors de l'exposition universelle de Paris en 1855, puis à celle de Londres en 1862. Mais c'est surtout lors de l'exposition à Manchester en 1857 qu'il parvient à se faire un nom. Mais c'est pas forcément pour de bonnes raisons. Alors que la peinture peut se permettre de représenter des femmes nues en compagnie d'hommes sans grand problème, parce qu'elle ne représente pas directement une scène réelle, il est plutôt dangereux de vouloir faire de même en photographie. Et pour cause, la réalité photographique, bien que composée, interroge sur les mœurs de l'époque. Après un tel travail, Highlander s'exerce sur des sujets un tantinet plus légers. Il part photographier des enfants sans abri et des travailleurs de Londres tels que des ramoneurs et cireurs de chaussures. Mais il ne tombe pas dans un aspect trop documentaire. Sa volonté est toujours de faire de la mise en scène, que ce soit en extérieur ou en studio. Entre-temps, il reproduit toujours des photographies purement illustratives, comme par exemple la tête de Saint Jean-Baptiste en 1859. Alors je vous rassure, vous pouvez aller la voir sans grand problème, il n'y a strictement rien de glauque. Il rend calme un sujet difficilement acceptable pour l'époque, qui est la représentation de la mort et surtout d'un personnage biblique. Par la photographie, Highlander intègre les plus hautes sphères artistiques, scientifiques et politiques britanniques. Il intègre la Royal Photographic Society, réalise le dernier portrait du roi Albert et entre même en collaboration avec Charles Darwin pour son étude sur les émotions humaines. Son travail inspire les plus grands photographes de l'ère victorienne, comme Lewis Carroll, Julia Margaret Cameron et Clementina Howardon. Je vous propose donc désormais de découvrir 2 de ces grandes figures de la photographie victorienne, Lewis Carroll et Clementina Howardon. En ce qui concerne Julia Margaret Cameron, je lui consacrerai un épisode entier au vu de tout ce qu'il y a à dire sur son sujet. Vous pourrez le retrouver en exclusivité sur mon Patreon à compter du mardi 24 septembre.
Lewis Carroll est le photographe qui se rapproche le plus esthétiquement de Rylander, tout en le surpassant nettement. À partir de 1856 et durant 25 années, Lewis Carroll se spécialise dans les portraits de petites filles. Et c'est par son travail que nous connaissons le visage de la célèbre Alice Liddell, cet enfant qui a inspiré le personnage principal d'Alice au Pays des Merveilles et d'À travers le miroir. C'est avec elle et ses deux sœurs qu'il commence à exercer le portrait d'enfant. Mais c'est surtout Alexandra Kitchin, surnommée Xi, la filleule de la reine Alexandra, qui pose le plus pour lui. On sait que Lewis Carroll s'est constitué un réseau de 8 familles pour pouvoir exercer régulièrement des photographies de ses modèles enfants. Grâce à ce réseau, il possède l'accord des parents pour les photographier et peut aller d'une famille à une autre pour varier ses modèles qui ne cessent de grandir et de se transformer physiquement. Par plus de 3000 photographies, on constate régulièrement que les petites filles s'habillent de costumes et interprètent un personnage dans une mise en scène. Sur l'une de ces photographies les plus connues, nous voyons Xi posant sur un transat avec une ombrelle, et sur une autre, Alice, qui interprète une enfant mendiante. Mais pour comprendre pleinement l'œuvre de Lewis Carroll, sachez que le photographe est suspecté par de nombreux biographes du XXe siècle, tels que Morton Cohen, Donald Thomas et Michael Beckwell, d'avoir eu des tendances pédocriminelles. 3 éléments appuient ces allégations. Le premier cible 30 photographies de petites filles nues prises par le photographe, des photographies qui, déjà à l'époque, questionnaient l'entourage des enfants et le cercle proche de Lewis Carroll pour des raisons morales. Le second élément cible la volonté des proches du photographe de faire disparaître un grand nombre de ses photographies. Et en effet, après sa mort, une grande partie de son œuvre est brûlée au même titre que certains de ses journaux personnels. Cet acte confirmerait l'hypothèse que certaines tendances du photographe et auteur étaient à cacher. Le troisième concerne la rupture relationnelle soudaine et inattendue entre Lewis Carroll et la famille de la petite Alice Liddell, alors âgée de 11 ans en 1863. Selon des sources non avérées, cette rupture serait la cause d'une demande en mariage faite par le photographe à l'enfant. Le père s'en serait donc indigné et aurait coupé les ponts avec Carroll. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui impossible d'affirmer de quelconque acte pédocriminel de Lewis Carroll. Les petites filles, une fois arrivées à l'âge adulte et jusqu'à leur mort, ont affirmé que rien de mal ne leur avait été fait. Ajoutez à cela, les historiens attestent désormais que Lewis Carroll avait une passion pour les petites filles s'apparentant davantage à un culte victorien de l'enfant, dont la nudité est symbole de pureté et d'innocence. Une vision qui ne semblait pas beaucoup choquer à l'époque, à tel point qu'il était commun de recevoir des cartes de vœux à Noël avec des photographies d'enfants nus. Passons désormais à Clementina Hewardon, la première femme photographe que nous abordons dans ce podcast. Clementina est la femme du 3e vicomte Hewardon. Elle commence la photographie après leur déménagement en Irlande, alors que le couple a 10 enfants, dont 8 filles. La famille ne vit que 2 années en Irlande avant de retourner vivre à Londres, où Clementina pratiquera le plus la photographie. Par ailleurs, elle aime à photographier la nature, mais son sujet de prédilection, ce sont ses filles, adolescentes. Il est facile au premier abord de résumer son travail à un simple documentaire de la vie dans la haute société londonienne, mais ses photographies vont bien au-delà de l'aspect documentaire. La vicomtesse Hewardon recherche les mises en scène, s'amuse avec la lumière du soleil, les ombres, les fenêtres, les miroirs. Les drapés des robes sont rendus monumentales grâce à la lumière provenant des fenêtres. Les jeunes femmes posent innocemment dans un cadre privé, comme elles poseraient dans un studio photo. Et Clementina affectionne particulièrement le contre-jour, qui sert à la mise en valeur de ses filles et du décor. Après avoir rencontré Henry Cole, le fondateur du Victoria et Albert Museum, elle parvient à faire exposer ses prises de vue à la Royal Photographic Society de Londres en janvier 1863. Elle y est récompensée de la médaille d'argent pour la meilleure contribution d'un amateur, et l'été suivant, elle obtient à nouveau une médaille d'argent de la Royal Photographic Society pour le prix du ou des meilleurs groupements et compositions formes à partir d'un négatif. Son travail est admiré par Lewis Carroll et Oscar Rylander. Le premier lui achète 5 tirages lors d'une exposition, et le second lui écrit un texte d'hommage après sa mort en 1865, dont je vous propose un court extrait.
Lady Howardon est retournée à la source de toute lumière. Elle croyait sérieusement à l'essor de la photographie et savait que l'on pouvait la pratiquer comme un art ou la galvauder. Son travail, mêlant style et clarté, était de qualité. Elle recherchait l'élégance dans le vrai et, si possible, l'idéal. Son travail a pendant très longtemps été éclipsé par l'œuvre photographique de Julia Margaret Cameron. Mais c'est en 1939 que son travail réapparaît, grâce à sa petite-fille qui fait une donation généreuse de 775 tirages au Victoria and Albert Museum. Une rétrospective lui est entièrement dédiée dans ce musée, et à ce jour, les historiens sont parvenus à lui attribuer près de 800 photographies. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis, sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nicéphore Podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.